outre, une fois qu'Émilie a établi et exprimé ce sur quoi l'on peut quantitativement se fonder, elle commence à introduire une nuance de nécessité liée au devoir. Devoir entre dans son vocabulaire et sert à marquer les événements qui ne sont pas seulement fréquents, mais aussi convenables. Elle annonce ainsi dans l'un de ses monologues, après un voyage en avion pour rendre visite à sa grand-mère, que l'on doit avoir des bagages pour prendre l'avion. C'est à ce point précis de son développement qu'elle commence à utiliser le présent intemporel pour marquer des événements canoniques ou rituels. Il ne lui suffit plus de raconter le petit déjeuner du dimanche en disant « Papa a préparé des cornflakes pour Émilie ». Désormais, les dimanches représentent une sorte d'événement intemporel. Quand tu te réveilles, mais le dimanche matin parfois on se réveille le matin. Des récits intemporels de ce type voient leur occurrence relative doubler entre 22 et 33 mois. Ils ont une signification particulière sur laquelle nous nous arrêterons. Enfin, Émilie introduit un point de vue et une évaluation personnelle dans ses récits, ce qui est un moyen classique pour ajouter dans un récit une perspective consciente à la perspective de l'action. Elle y a de plus en plus fréquemment recours pendant la période durant laquelle ces soliloques ont été enregistrés. La plupart du temps, elle fait part de ses sentiments sur ce qu'elle est en train de raconter, mais elle met également en place une perspective de connaissance. C'est ce qu'elle fait lorsqu'elle se demande pourquoi la participation de son père à un marathon n'a pas été retenue. Dans ces derniers soliloques, elle semble capable de faire clairement la part entre ses doutes, je crois peut-être, et l'état d'incertitude qui règne dans le monde parfois. Karl vient jouer. Ils ont une signification distincte dans ces soliloques. L'un concerne l'état d'esprit de l'acteur-narrateur, c'est-à-dire de l'autobiographie, l'autre concerne la scène, mais tous deux sont placés dans une perspective qui touche au bon et maintenant, des événements rapportés. Le moteur de ces efforts linguistiques ne réside pas avant tout dans la recherche d'une cohérence logique, même si cet aspect n'est pas totalement absent. Il s'agit plutôt du besoin de faire que l'histoire soit adaptée. Qui a fait quoi à qui? S'agit-il d'une chose réelle et sûre ou d'une farce? Qu'est-ce que je ressens? Son langage l'aide, mais ne la contraint pas à parler et à penser de cette façon. Elle fait appel à un genre qui lui vient facilement et peut-être naturellement, mais elle dispose déjà d'un autre genre qu'elle utilise et perfectionne. C'est ce que nous révèle le travail réalisé par Carol Feldman sur les parties des soliloques d'Émilie où celle-ci cherche à résoudre des problèmes. Là, Émilie s'intéresse au monde fluctuant des catégories et des causes, des attributs et des identités, au domaine des raisons pour lesquelles, selon la description qu'en donne Feldman, ce genre possède un schéma précis et complexe de problèmes difficiles à résoudre, de considérations soulevées, de solutions identifiées. Prenons l'exemple déjà évoqué où Émilie tente de s'imaginer pourquoi son père n'a pas été autorisé à participer à un marathon. Aujourd'hui, papa y est allé. Il a essayé de rentrer dans la course, mais les gens ont dit non. Alors, il doit la regarder à la télévision. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, peut-être qu'il doit y avoir trop de monde. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas pu y aller. J'aimerais le voir, mais ils ont dit non. Non, non, papa, non. Tu dois la voir à la télévision. En fin de compte, bien sûr, Émilie, comme nous tous, apprend à entrelacer ces deux genres fondamentaux, usant de chacun comme d'un moyen pour clarifier ou marquer l'autre. En voici un exemple frappant, toujours à 32 mois. Notez que la portion narrative est toujours essentiellement consacrée à ce qui est habituel, plutôt qu'à ce qui est exceptionnel. Mais notez également que cet aspect canonique a été appliqué à un événement quelque peu troublant. Un parent abandonne un enfant, même si c'est à la crèche. Demain, quand on se lève du lit, moi d'abord et papa et maman, toi mange ton petit déjeuner comme on fait d'habitude, et alors on va jouer et vite quand papa arrive. Karl va venir à la maison et alors on va jouer encore un peu. Et alors Karl et Émilie vont aller dans la voiture avec quelqu'un et on va aller à la crèche, murmure. Et alors quand on y sera, on va tous sortir de la voiture et aller dans la crèche. Et papa va nous embrasser, puis il va partir. Il va dire au revoir, puis il va aller à son travail et on va jouer à la crèche. Ça va être drôle, non? Et immédiatement, elle change pour passer à cet autre genre, celui qui permet de chercher la solution à un problème compliqué. Parce que parfois je vais à la crèche parce que c'est un jour de crèche.
Parfois je reste avec Tanta toute la journée. Et parfois on joue à papa et maman. Mais d'habitude, parfois, oh, je vais à la crèche. Ainsi, à 3 ans, Émilie maîtrise les formes qui permettent de placer canoniquement les séquences et la perspective au service de ce qui la pousse à raconter son expérience. Le genre lui sert à organiser une expérience des interactions avec autrui d'une manière qui rappelle à la fois la vie et une histoire, Tanta ou Tata. À sa façon, son environnement narratif est aussi précis que celui des enfants noirs de Baltimore. Dans son cas, nous apprenons à partir des discussions qu'elle a avec ses parents avant de se plonger dans ses soliloques, qu'il existe dans son environnement une grande exigence. Les choses doivent être bien faites. On doit être capable de donner des raisons et comprendre les options qui s'offrent. Après tout, ses parents ne sont-ils pas des universitaires? En outre, comme les enfants de Cambridge étudiés par Dunn, Emily, elle aussi, a appris à parler et à penser rhétoriquement, à concevoir ses messages de la manière la plus convaincante possible pour exprimer sa position. À un certain moment, comme nous l'avons vu, elle introduit un nouveau genre dans ses récits, celui qui permet de résoudre les problèmes. Bientôt, cette importance devient comme un obligatio dans ses récits. C'est à dessein que j'emprunte ce terme musical d'obligato, selon le dictionnaire d'Oxford. Obligato, c'est ce qui ne peut être omis, qui est une partie essentielle à la complétude de la composition. Cela ne veut pas dire qu'il y a confusion des genres narratifs et paradigmatiques. Il n'en est rien, pas obligation, obligato. C'est plutôt que le mode logique ou paradigmatique est adopté pour accomplir la tâche d'expliquer la brèche apparue dans le récit. L'explication est apportée sous forme de raisons, et il est intéressant que ces raisons soient souvent exposées au présent intemporel, afin de mieux les distinguer du cours des événements qui appartiennent au passé. Mais lorsque les raisons sont utilisées de cette manière, elles doivent être conçues pour paraître non seulement logiques, mais ressemblantes à la vie, car les exigences du récit continuent de s'imposer. C'est le point d'intersection critique où le vérifiable et le vraisemblable paraissent se rejoindre. Il faut disposer d'une bonne rhétorique. Pour parvenir à une convergence réussie, nous réaliserons un nouveau bond en avant dans notre compréhension de l'acquisition du langage, lorsque ce sujet encore méconnu sera éclairé par les recherches sur le développement. 6. Le point de vue que je viens de développer est interprétativiste, en particulier par la manière dont il envisage les activités des spécialistes en sciences humaines. Il considère que ce qui définit une communauté culturelle, ce ne sont pas seulement des croyances partagées sur le monde, les gens et les choses. Un certain consensus est certainement nécessaire pour obtenir la sociabilité, mais pour la cohérence d'une culture, il est certainement aussi important qu'existent des procédures interprétatives qui permettent d'arbitrer entre les différents constituants de la réalité. C'est inévitable dans une société diverse. Michel et Rosaldo a certainement raison lorsqu'elle évoque la solidarité que crée cette réserve de scénarios et de personnages, mais je doute que cela suffise, j'aimerais m'en expliquer. Il est probablement vrai que les hommes souffrent en permanence de conflits d'intérêts avec leur cortège de rancunes, de factions rivales, de coalitions et d'alliances changeantes. Mais ce qui compte dans ce phénomène de fractionnement n'est pas tant que cela nous sépare. Il me paraît plus important de voir dans quelle mesure ce fractionnement est neutralisé, pardonné ou excusé. Ceux qui se sont intéressés aux primates, comme Franz de Waal, nous ont alertés sur le fait que les éthologistes ont eu tendance à exagérer leur agressivité, ou les ethnologistes, y compris celle de l'homme, et qu'ils ont sous-estimé en n'y consacrant pas assez d'observation les innombrables moyens par lesquels ces espèces supérieures préservent la paix. Les êtres humains, avec leurs dons stupéfiants pour le récit, disposent d'un moyen de la maintenir. Ils savent présenter, dramatiser, dégager des circonstances atténuantes pour tout ce qui menace la vie quotidienne. Ces récits n'ont pas pour but de réconcilier ni même d'excuser, mais plutôt d'expliquer. Dans ces récits ordinaires, les explications n'aboutissent pas nécessairement au pardon de l'un des protagonistes. Il s'agit plutôt de faire que le narrateur s'en sorte le mieux possible. Quoi qu'il en soit, le fait de narrer l'événement le rend compréhensible par rapport à ce qui nous tenons pour l'ordinaire, pour l'état courant de la vie.
Ce qui a été rendu compréhensible n'est pas pour autant devenu estimable. Une culture est viable lorsque ceux qui y vivent sont liés par des histoires qui les relient les uns aux autres, même si ces histoires ne reflètent pas un consensus. Lorsqu'une rupture intervient dans une culture ou dans une microculture comme la famille, on peut en général relever un ou plusieurs indices. Le premier est un changement de point de vue sur ce que chacun considère comme l'ordinaire et l'exceptionnel. Nous le vivons de nos jours avec ce que nous pouvons appeler l'affrontement des styles de vie, exacerbé par le conflit des générations. La seconde menace, nous la trouvons dans la surspécialisation rhétorique du récit, lorsque les histoires sont définies idéologiquement ou qu'elles ne visent qu'à des usages égoïstes, au point que l'interprétation laisse la place à la méfiance et que l'on ne voit plus que fabrication dans le récit de ce qui est arrivé. À grande échelle, c'est ce qui se passe dans les régimes totalitaires, et les romanciers d'Europe centrale l'ont montré avec une douloureuse précision. Milan Kundera, Danilo Kiss et bien d'autres. On trouve le même phénomène dans la bureaucratie moderne, où toute histoire qui ne se conforme pas à la version officielle des événements est occultée ou censurée. Enfin, une crise peut naître de l'appauvrissement des ressources narratives, dans la marginalisation permanente du ghetto urbain, dans la seconde ou troisième génération des camps de réfugiés palestiniens, dans les villages ravagés par la faim en Afrique subsaharienne, quasi continuellement soumis à la sécheresse. Non pas que la capacité à tirer des histoires de l'expérience ait disparu, mais le scénario du pire domine à tel point la réalité quotidienne que les variations ne semblent plus possibles. J'espère que ces considérations ne paraîtront pas trop éloignées du problème de la narrativisation précoce qui était l'objet de ce chapitre, mais je veux dire clairement que notre capacité à restituer l'expérience en termes de récit n'est pas seulement un jeu d'enfant, c'est un outil pour fabriquer de la signification qui domine l'essentiel de notre vie au sein d'une culture, depuis nos soliloques au moment de nous endormir jusqu'au poids du testament dans notre système judiciaire. À terme, il n'est pas surprenant que Ronald Dworkin ait été amené à comparer le processus d'interprétation légale à celui de l'interprétation littéraire, suivi en cela par de nombreux juristes. Notre sens de la norme est nourri par le récit, mais aussi celui que nous avons des failles et des exceptions à cette norme. Les histoires transforment la réalité en une réalité adoucie. Je crois que les enfants sont prédisposés à la fois naturellement et par les circonstances à commencer leur carrière narrative dans cet esprit. Nous les équipons de modèles et d'outils de procédure pour perfectionner ces aptitudes. Sans elles, nous ne pourrions jamais supporter les conflits et les contradictions que la vie en société secrète. Nous ne serions pas adaptés à la vie de notre culture.